Donc bonjour et bienvenue. On va Bonjour. attendre quelques instants. Bonjour Bonjour. Pierre Verdrager, bonjour Jean-Guillaume. Bonjour. On va attendre quelques instants le temps que ça s'affiche et que les personnes nous rejoignent. Mhm. Ok. Donc bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur la page du Forum de l'enfance libre pour la suite de cette série d'entretiens autour de la pédocriminalité. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Verdrager. Avant de présenter Monsieur Verdrager, je vais juste faire un avertissement, comme à chaque fois, sur le sujet des violences sexuelles qui n'est pas anodin. Si en entendre parler ou en parler peut réactiver des traumatismes ou des mémoires passées, si vous êtes perturbé ou déstabilisé par ce que vous entendez, n'hésitez pas à mettre en pause. Toutes les vidéos sont en replay. Et si vous souhaitez avoir accès à des ressources gratuites, vous pouvez directement sur l'onglet contacter par message privé de la page Facebook du Forum de l'enfance libre, accéder aux documents. Donc, bonjour à nouveau Pierre Verdrager. Vous êtes sociologue, chercheur associé au Centre de recherche sur les liens sociaux de l'Université Paris-Descartes. Vos sujets de recherche portent notamment sur l'homosexualité et sur la pédophilie. En 2013, vous avez publié L'enfant interdit, comment la pédophilie est devenue scandaleuse, un livre qui revient sur des courants qui tendaient à défendre et même promouvoir la pédophilie dans l'espace public français il y a à peine 40 ans. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de m'avoir invité. Donc ma première question pour ouvrir cet entretien, c'est qu'est-ce qui vous amène à enquêter sur ce sujet de la pédophilie et puis publier ce livre? Écoutez, j'avais travaillé il y a plusieurs années de ça sur la question de l'homosexualité. J'avais fait un livre en 2007 qui s'appelle L'homosexualité dans tous ses états, qui était un livre qui était construit à partir d'entretiens qualitatifs auprès de personnes homosexuelles des deux sexes. Et j'avais travaillé donc plusieurs années sur cette question-là, parce qu'à l'époque, je voulais essayer de produire un livre sur l'expérience homosexuelle à partir de personnes ordinaires, pas des célébrités, pas des écrivains, pas des artistes, mais des chauffeurs de taxi ou des gens, si vous voulez, qui n'avaient pas accès à la parole d'ordinaire. Et ça a été ça la matière de mon livre. J'ai fait des entretiens qualitatifs, semi-directifs avec des personnes. Et puis, je ne me suis pas contenté de ça. J'ai aussi enrichi l'analyse avec énormément de textes d'histoire, d'anthropologie, de sciences humaines. J'ai beaucoup lu, évidemment, la presse LGBT de cette époque, enfin, de cette époque, de plusieurs époques. Et notamment, j'avais pris appui à cette époque-là sur des journaux des années 80-90. Et j'avais lu à ce moment-là un certain nombre de choses qui m'avaient énormément étonné et qui avaient trait avec la pédophilie. Je m'étais dit à cette époque-là, quand je préparais ce livre, qu'il faudrait absolument que je revienne travailler cette question-là parce que ça me paraissait faire problème. Et en plus, les personnes qui étaient interrogées par moi pendant cette enquête faisait très fréquemment référence à la pédophilie de façon négative, en s'en distanciant. Et je trouvais que c'était vraiment très intéressant, comme si la caractérisation de l'homosexualité moderne, contemporaine, se définissait par une mise à distance de la pédophilie et des relations pédophiles. Et ça contrastait avec ce que moi j'avais lu dans mon travail d'enquête. Alors, je n'avais pas approfondi la question à cette époque-là, ce n'était pas le sujet. Je m'étais dit, j'avais laissé cette question-là dans un coin de ma tête en me disant il faudrait que je revienne un jour travailler ça parce que ça me paraissait être fondamental. Voilà, donc l'idée de ce livre a germé comme ça. Si vous voulez, je peux vous en dire un peu plus sur comment j'ai réfléchi à
la façon de travailler. On va vous poser des questions dessus. Entendu. Oui, on peut peut-être déjà en poser une et inviter les auditeurs ou spectateurs à quand même lire ce livre parce qu'il est passionnant. L'enfant interdit, comment la pédophilie est devenue scandaleuse. C'est vraiment un ouvrage remarquable qui fouille la question et qui permet de découvrir plein de choses sur ce sujet. Et c'est un peu un sujet tabou parce qu'on se dit que si vous avez étudié la pédophilie, vous touchez à un sujet sensible. Et dans votre livre, on voit que vous n'enquêtez pas cette fois-ci directement auprès des pédophiles, contrairement à votre ouvrage précédent où justement vous aviez mené des enquêtes. Pourquoi vous évitez justement de les confronter dans leur discours et que vous partez sur plutôt un autre matériel qui va être les journaux d'époque ou des ouvrages de littérature? Alors, c'est vraiment une très bonne question parce que c'est des questions qu'on se pose quand on va commencer à travailler. Évidemment, on s'interroge sur la méthode qui est la plus ajustée à l'objet et au terrain qu'on veut investiguer. Et donc, pendant très longtemps, je me suis demandé comment j'allais procéder. Je suis convaincu que j'ai quand même, au final, choisi la bonne méthode parce que donc, ce que je voulais saisir dans ces années-là, dans les années 70-80, était difficilement accessible à partir de témoignages, ce me semble, parce que cette époque-là a été caractérisée par des prises de position qui ont été très très fortement rejetées par l'époque contemporaine. Et il m'avait semblé que prendre appui sur des entretiens qualitatifs contemporains présentait le risque d'avoir une vision extrêmement déformée de cette époque-là. Et c'était cette époque-là qui m'intéressait, dans une approche plus historienne, plutôt que sociologique au sens de la réalisation d'entretiens qualitatifs comme on a l'habitude de faire. Donc j'ai beaucoup hésité à faire ça. Bon, il y avait plusieurs options possibles. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas la plus mauvaise méthode dans la mesure où les documents, enfin, ce qu'on pouvait travailler, les archives de presse, les livres, etc., fournissaient une matière extrêmement abondante, très difficile à maîtriser parce que très volumineuse, volumétrique, avec une volumétrie très grande, et que cela permettait d'avoir accès aux prises de position des personnes, parce que moi, je m'intéresse depuis toujours aux controverses, comme d'autres sociologues, dont c'est le terrain privilégié, de voir quels sont les arguments qui s'affrontent, de voir comment tout cela fonctionne. Et les documents écrits étaient extraordinaires pour ça. Alors, l'autre dimension, c'est que, vous savez, les documents écrits qui existent déjà présentent un incomparable avantage sur l'entretien direct, c'est qu'ils n'ont pas été fabriqués par et pour le sociologue. C'est-à-dire que c'est un matériau qui existe indépendamment de moi, qui n'a pas été fabriqué par moi, et qui, de ce fait, a une authenticité indiscutable. Bon, les historiens seraient d'accord avec ça sans problème. Pour les sociologues, c'est peut-être moins vrai. Mais c'est quand même comme ça que j'ai travaillé. Et bon, vous savez, je suis en train de préparer la deuxième édition de l'Enfant interdit, donc qui paraîtra l'année prochaine. Et j'ai quand même enrichi ce travail par des observations, des petits entretiens que j'ai faits dans certaines manifestations et qui me paraissaient être utiles pour la mise à jour de ce travail. Donc je pense que moi j'essaie de ne pas être rigide méthodologiquement et je pense qu'on peut panacher les approches pour essayer d'envisager les choses de façon complète. Moi je crois que dans l'enfant interdit, j'ai choisi la bonne méthode parce que c'est un objet qui était caractérisé par un énorme renversement, une énorme transformation par rapport à la question pédophile qui est devenue absolument indéfendable dans les dernières années. Et je crois que on aurait eu un matériau, des réponses artificielles ou factices si on était allé ou si on s'était contenté d'entretiens compréhensifs pour prendre ces années-là. Lorsque vous vous intéressez à ce sujet, qu'est-ce que vous vouliez montrer dans vos recherches? Quelle était votre hypothèse de départ? Alors, moi, je ne travaille pas du tout comme ça. Je ne suis pas un hypothético-déductif. Moi, je suis un empirique. C'est-à-dire que moi, je n'ai rien à montrer. Il y avait un objet dont
Je voulais savoir s'il avait une réalité empirique, c'est-à-dire prise de position favorable à la pédophilie. Je savais qu'il y en avait, je n'imaginais pas l'ampleur de la chose, je n'imaginais pas du tout en commençant le travail que j'allais être confronté à des prises de position aussi nombreuses, venant des univers les plus légitimes, tant dans le monde de l'édition que dans le monde du journalisme, comme dans le monde intellectuel. J'étais très loin de m'imaginer que j'allais être confronté à tout ça. Moi, je suis né en 1970, donc je n'ai pas vécu cette époque-là. Les années 70-80, moi j'étais enfant, donc je n'ai pas vécu ça. Donc ça a été un vrai travail d'investigation d'un corpus de textes étrangers à ma propre existence. Donc il y avait une extériorité comme ça. Donc moi, je n'avais pas d'hypothèse de départ. Quand j'ai fait l'homosexualité dans tous ces états, je n'avais pas d'hypothèse de départ non plus, mais ce que j'avais à décrire était le produit de ce que j'avais décrit, c'est-à-dire que ce que j'avais eu entre les mains, quand les acteurs me parlent, décrivent leur expérience, etc. Moi, je rends compte de ça, j'essaie de me modéliser de façon cohérente afin que l'expérience des acteurs soit compréhensible par moi et par ceux qui me lisent. Bon, pour la pédophilie, c'est la même chose. J'ai essayé de prendre en écharpe un grand nombre de discours, d'essayer d'en comprendre la logique, la cohérence, en essayant d'identifier les récurrences internes et de voir comment ces arguments ont pu être confrontés les uns aux autres. Et comment aussi, parce que la description des arguments en présence est très intéressante, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi décrire la façon dont ces arguments deviennent des arguties, c'est-à-dire sont disqualifiés avec le temps qui passe, par le monde social qui change, qui se transforme, et qui considère que ces arguments-là sont irrecevables et sont symptomatiques d'un égarement. Voilà. Et ce renversement-là est très intéressant à décrire. Donc, il n'y a pas de thèse à proprement parler quand je vais sur le terrain, quand je vais travailler. Ce qui résulte plutôt, c'est de l'observation de ce qui se passe. On a une vision d'ensemble avec une dynamique, et c'est cette dynamique que j'essaie de décrire dans mon travail. Alors, on a aussi vu dans votre livre que vous limitez globalement vos recherches à la France, même s'il y a des incursions en Belgique et un peu aux États-Unis. C'est parce que le champ d'études était déjà suffisamment vaste pour vous en France? Alors, oui, exactement. Vous savez, c'est aussi un choix méthodologique qu'on fait quand on se retrouve confronté à une masse de documentation énorme. Ma bibliographie est très, très longue. Donc, le choix que j'ai fait était de me cantonner à la France, à l'espace français, avec des exemples que je pouvais emprunter quand besoin s'en faisait sentir. Alors, ça n'empêche pas du tout qu'une étude globale, internationale, enfin, une étude comme ça aura tout à fait de l'intérêt. D'ailleurs, moi, je travaille par ailleurs en tant que traducteur sur des travaux qui essayent de confronter les différentes cultures. Je viens de sortir un livre de Jack Goody qui s'appelle Renaissance, qui essaye de voir comment des renaissances ont pu exister dans différentes cultures, en islam, en Chine, en Inde, dans le judaïsme et en Europe, bien sûr. Donc, l'approche comparative, globale, est très, très intéressante, mais je pense que, si vous voulez, à l'époque, en 2013, quand j'ai commencé à travailler sur la question pédophile, en sociologie, il n'y avait rien, presque. Il y avait quelques petits articles d'histoire d'Anne-Claude Ambroise Rendu avec lesquels j'étais en désaccord profond. Et puis, sinon, si vous voulez, c'était un objet qui était complètement délaissé par les sciences sociales. Bon, ça, je le savais, et je m'étais dit, pour commencer, on peut peut-être commencer par la France, qui est une unité géographique et culturelle qui avait son autonomie. Il y avait donc du sens à se contenter de la France pour un moment. Je ne dis pas que je n'étendrai pas l'observation à l'avenir. Je le ferai peut-être, je ne sais pas, mais ça aurait tout à fait du sens. Mais pour moi, effectivement, dans un premier temps, j'ai préféré me cantonner à l'espace français. Est-ce que vous pouvez juste replacer votre micro, s'il vous plaît? Ah, on a du mal à vous entendre. Merci. Là, vous m'entendez mieux? Oui. Ouais. Est-ce que le fait de découvrir un champ qui n'est pas étudié en sociologie est lié au sujet en lui-même, qui est un sujet sensible, difficile, et qui fait que si on l'étudie, on pense qu'on va le soutenir, ou on peut supposer qu'on va être accusé de le soutenir. Est-ce que vous n'avez pas craint
d'alimenter cette thèse-là quand vous êtes engagé dans l'étude de la pédophilie. Oui, tout à fait. C'est tout à fait juste comme observation. D'ailleurs, je dis dans l'introduction du livre que je ne suis pas pédophile parce que je pensais qu'il était indispensable d'être clair dans son positionnement quand on abordait un sujet pareil. Effectivement, comme je vous disais à l'instant, c'est un sujet qui a été très délaissé par les sciences humaines parce que c'est un sujet considéré comme repoussant, répugnant, qui met en question beaucoup de choses choquantes ou qui sont liées avec des interdits très profonds. Et je crois que c'était important pour moi que je me positionne de cette façon-là. Je me suis toujours positionné de façon claire dans mes livres, et donc je l'ai fait aussi dans celui-là. Alors maintenant, tout le travail que j'essaye de faire, pour moi, doit pouvoir être entendu par ceux dont je parle. C'est-à-dire que j'essaye à chaque fois que ce que j'écris soit susceptible d'être entendu par ceux qu'il prend pour objet, y compris donc les pédophiles ou ceux qui le défendent, etc. Parce qu'il est très important que la justesse émane de ça. Donc le fait que les gens qui sont visés par mon texte ne se sentent pas scandalisés par ce que j'écris est pour moi une garantie de qualité descriptive, si vous voulez. Donc, alors c'est vrai pour les pédophiles, mais aussi ceux qui luttent contre, etc. J'essaie d'être juste dans mes descriptions et c'est tout un travail d'écriture et de raffinement pour essayer de faire en sorte que ceux dont on parle considèrent comme juste la description qu'on fait. Vous savez, il y a un philosophe canadien que j'aime beaucoup qui s'appelle Ian Hacking et qui disait ça. Il disait, alors c'était dans un tout autre domaine, c'était les sciences physiques et Hacking considérait qu'il était important que les physiciens considèrent que les descriptions des sociologues de leur activité sonnent juste à leurs oreilles. Voilà, j'ai la même idée. Je pense que c'est important que les acteurs se reconnaissent dans ce qu'on écrit sur eux et ne soient pas heurtés par ça. Alors, il y a des limites à ça. Vous voyez, par exemple, quand vous caractérisez une idée comme appartenant à l'extrême droite, par exemple, c'est tout à fait classique comme exemple, et que les acteurs eux-mêmes ne se reconnaissent pas du tout comme appartenant à l'extrême droite, vous êtes en rupture par rapport à ce que vous disent les acteurs, qui seraient donc susceptibles de ne pas être d'accord avec votre description. C'est un peu la limite de la chose. Donc c'est quand même malgré tout quelque chose vers lequel il faut tendre, de façon à ce qu'on puisse être toujours dans quelque chose de juste du point de vue descriptif. Donc c'est un travail de style, un travail littéraire à faire de façon à ce que, ou à manier le moins possible l'ironie, par exemple, ou essayer de soigner énormément l'écriture. Je passe beaucoup de temps à écrire mes textes pour obtenir ça. Alors, on ne l'obtient pas toujours, et si on ne l'obtient pas, c'est un défaut. Je n'utilise plus le terme de neutralité parce que tout de suite, les gens sont braqués quand on y fait référence, parce qu'on dit, oui, c'est pas possible d'être neutre, etc. Je crois que c'est vrai je aussi. pense qu'en le sent à la lecture du livre, il y a une distance, puisque vous touchez, il y a des passages qui sont extrêmement crus et assez pénibles à lire, parce que c'est des descriptions de ce qui enflamme les pédophiles. Et pourtant, on a cette distance en vous lisant. On n'est pas embarqué par l'horreur du propos, en quelque sorte. L'horreur des descriptions. Non, alors, non. J'essaye d'éviter le style de la dénonciation politique ou la mise en cause ou l'indignation. Je pense que j'essaye d'écrire différemment ça, parce que je pense que c'est des sentiments qui sont parfaitement légitimes, mais qui ne m'appartiennent pas. Le fait de, par exemple, dénoncer les pédophiles à la police, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire, mais ce n'est pas mon travail de faire ça. Et je crois que donc le fait de ne pas se mettre dans une position de procureur, de juge, qui sont encore une fois jugés et être procureur, c'est des activités tout à fait légitimes qui ont du sens dans une société, et c'est pas à moi de le faire. Donc toute une partie du travail sociologique consiste à trouver la bonne position descriptive et le bon ton pour pouvoir parler de ça. Et pour faire ça, il faut se mettre dans la peau des gens, enfin essayer de raisonner comme eux, essayer de comprendre la logique de ce qui est à l'œuvre dans leur argumentation. Et
il n'y a que comme ça, en fait, qu'on peut essayer de comprendre. Évidemment, comprendre n'est pas excuser, etc. C'est toujours le même problème. Comprendre, c'est simplement retracer la logique qui fait qu'on a tel propos et que dans ce propos, il y a à l'intérieur de lui une cohérence, une articulation et une logique et dont on peut rendre raison. Parce que si on prend pour objet ces années-là, les années 70-80, en disant que ce sont des années folles, d'égarements, etc., on ne comprend rien. On se contente simplement de réitérer les valeurs de notre époque, de ce qui a été construit dans le temps. Et en fait, cette réitération des valeurs du temps présent ne sont pas intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi on a défendu de telles positions sans les considérer avec le bénéfice que nous procure le passage du temps, le recul. Et donc, c'est la plongée en controverse, la plongée dans les arguments qui permet de rendre raison de ça. Donc, c'est vraiment un exercice méthodologique pas très facile quand on a un sujet pareil. Vous savez, c'est pas très original ce que je dis parce que tout ça, ça a été travaillé par la sociologie des sciences avec le principe de symétrie. Ça veut dire que dans une controverse scientifique, on va considérer de la même façon ceux qui ont eu raison et ceux qui ont eu tort, avec le même principe de charité descriptive, je dirais. Alors moi, j'ai importé ça dans un autre domaine. C'est pas la physique des particules, c'est la pédophilie. Et c'est pas du tout le même terrain, c'est pas du tout le même objet, mais on peut avoir tout à fait la même démarche et tout à fait la même approche en termes d'équilibre. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on prend position en faveur ou en défaveur des uns et des autres, c'est simplement qu'on essaie de restituer quelque chose. Je pense que vous l'avez très bien expliqué, que votre position, même si vous ne parlez pas de neutralité, cette espèce de distanciation par rapport au sujet de votre livre. Est-ce que le mot pédophile le mot pédophilie veut dire la même chose qu'il y a 40 ans? Quel était le sens originel du mot? Non. Si vous voulez, il y a eu une évolution sémantique, enfin plutôt, le terme pédophile, grosso modo, ça veut dire la même chose. Ce qui a changé, mais c'est très récent, c'est que le terme pédophile est rejeté maintenant par beaucoup d'acteurs au bénéfice d'une autre catégorie terminologique, et c'est la notion de pédocriminalité. Donc ça, c'est vraiment une évolution importante, vraiment récente. Quand on fait des analyses lexicométriques, on voit très bien que aussi bien dans le sens commun que dans le discours savant, dans les revues savantes, etc., c'est vraiment il y a une inflation de l'utilisation du terme pédocriminalité au détriment du terme pédophilie, tout simplement parce que pédocriminalité est plus clair. C'est-à-dire qu'il y a crime dans le mot. Alors que dans pédophilie, il n'y a pas le crime dans le mot. C'est assez simple à comprendre. Et je pense que ce basculement terminologique, il acte, d'une certaine manière, le rejet absolu des relations sexuelles entre adultes et mineurs de 15 ans. Dans notre pays, c'est 15 ans, la limite de la majorité sexuelle. Le basculement et l'adoption de cette terminologie de ce terme, de la pédocriminalité, acte ce basculement dans un rejet consensuel des relations sexuelles entre les enfants et les adultes. Voilà, donc je crois que c'est ça la principale évolution qu'on constate. Alors, vous savez, ce n'est pas sans poser de problème, parce qu'un certain nombre de professionnels de la pédophilie, je pense aux associations, par exemple, qui accueillent des pédophiles dans des groupes de parole ou des psychiatres, etc., considèrent que la notion de pédocriminalité, si vous voulez, peut être dans certains de ces emplois problématiques, tout particulièrement quand les gens ne sont pas passés à l'acte. Il y a des personnes qui ont des attraits pédophiles, des attirances pédophiles, et qui ne font rien. Et c'est très compliqué pour ces personnes-là d'être caractérisées comme étant criminelles alors qu'elles ne sont pas passées à l'acte. Donc ça peut créer, si vous voulez, des problèmes identitaires ou de comportement par rapport à ces personnes-là. Évidemment, ce qui compte dans une course de justice, c'est ce qu'on a fait, pas ce qu'on est. C'est l'activité, pas l'identité. Avoir des attirances ou des envies, etc., ce n'est pas justiciable du tribunal, heureusement.
c'est l'activité qui est justiciable du tribunal. Hein. Donc, Mmh. c'est le problème de ça. Mais je constate, moi, je suis allé, vous savez, en juillet dernier, je suis allé faire du terrain place de l'Hôtel de Ville, où il y avait une manifestation contre Christophe Girard pour demander sa démission avec des militantes féministes. Alors, on peut rappeler juste que Christophe Girard, c'est un adjoint à la mairie Voilà, donc de Christophe Paris Girard, donc qui a c'était un soutenu adjoint. Matzneff. Voilà. Oui, voilà. Alors, en 2 mots, donc Christophe Girard, effectivement, c'est quelqu'un dont je parle dans mon livre, hein, c'est quelqu'un qui était le bras droit de Berger Saint-Laurent et qui a été un acteur important du financement en tant qu'intermédiaire, dit-il, en tant qu'il a financé donc l'installation de Matzneff à l'hôtel quand celui-ci est en lien avec Vanessa Springora. Hein, et Vanessa Springora dit dans son livre que cette installation à l'hôtel était pour échapper à la police. Bon, alors après, si vous voulez, ça c'est pas du tout un scoop, hein, c'est écrit noir sur blanc dans le journal de Matzneff. Matzneff a toujours fait état de sa proximité avec Girard. Et puis après, donc il y a eu un certain nombre d'articles du New York Times sur Girard, et il y a eu une énorme affaire mondiale. Enfin, on en a entendu parler dans le monde entier, mettant en cause Christophe Girard par sa proximité avec Matzneff. Et donc, un certain nombre de féministes, dont Alice Coffin, dont on a beaucoup entendu parler par la suite, étaient présentes à cette manifestation. Tout ça pour vous dire que moi, j'y étais donc pour interroger les gens. Et quand je parlais de pédophilie, quand j'interroge les gens pour savoir pourquoi ils étaient là, pourquoi elles étaient là, parce que c'était des femmes 9 fois sur 10, pour savoir pourquoi elles étaient là, quel était le sens de leur présence. Et quand je mentionnais le mot de pédophilie, j'étais repris en disant mais non, 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 c'est pédocriminalité. Mmh. Donc ça c'est nouveau. Hein, parce que le terme, moi quand j'ai publié mon livre en 2013, il n'était pas du tout question, de ça. Hein. C'était un terme qui était tout à fait rare, etc. Et ça, c'est un changement important. Alors justement, dans votre ouvrage, dans vos recherches, on plonge dans une ambiance qui est celle des années 70-80, où le mot pédophile est porteur de beaucoup d'idées, comme quoi ça serait quelque chose d'extraordinaire pour les enfants, pour les gens qui le vivent. Donc on va y revenir, mais il y a tout un argumentaire dont on reparlera après. Et notamment, donc il y a vraiment ce climat où la pédophilie est mise en avant comme quelque chose d'intéressant et qui est associé à l'homosexualité. Est-ce que vous pouvez développer ce lien qui va se nouer puis se défaire entre pédophilie et homosexualité? Oui, alors, bon, comme chacun sait, la plupart des cas de pédophilie concernent les relations hétérosexuelles, mais dans les années 70-80, toute une partie du monde homosexuel était partie prenante dans la défense de la pédophilie. Ça veut dire que dans toute une série de publications, à commencer par le journal Guépier, donc qui s'arrête en 1992 et qui était le principal journal homosexuel à l'époque, la pédophilie a été défendue jusqu'au bout. Donc jusque dans les années 90. Il y a une du journal Guépier en 1991 qui s'intitule Faut-il avoir peur des pédophiles ? Et où on rend un hommage à l'histoire des luttes pro-pédophiles. Bon. Il y a toute une série de publications aussi, comme Homophonie, qui était pro-pédophile et qui était tenue par des gens qui étaient homosexuels et pro-pédophiles. Je pense par exemple à Gérard Baquignas, qui est une figure fondamentale de ça. Gérard Baquignas, à qui on doit le terme de Pax, qui a été un juriste, qui a été professeur à Nanterre, et qui a eu un rôle très important dans ce mouvement-là. Donc, si vous voulez, ça peut paraître extraordinaire parce que, évidemment, au milieu des années 90, tout ça s'arrête totalement et la relation qu'on peut faire entre homosexualité et pédophilie complètement rejetée, à commencer par les homosexuels eux-mêmes. Mais bien des années plus tôt, ce n'était pas le cas du tout. Ça s'est complètement retourné. Et donc, on considérait que la pédophilie était une cause qu'on était susceptible de défendre au même titre que l'émancipation de l'homosexualité. Alors, il faut bien avoir en tête l'idée dans ces années-là que
La majorité civile était à 21 ans, elle est passée à 18 en 74. Il y avait une discrimination très importante entre les homosexuels et les hétérosexuels, puisque l'âge de la majorité sexuelle n'était pas la même. C'est ce qui a changé en 1982. Mhm. Donc la majorité sexuelle homosexuelle depuis la guerre était à 21 puis 18 ans, alors que la majorité sexuelle hétérosexuelle était à 15 ans. Donc il y avait une vraie discrimination très importante. Et cette discrimination-là a sauté sous l'impulsion des mouvements à la fois gays et pédophiles. C'est-à-dire que toutes les pétitions qui ont eu lieu en 1977, où d'importantes figures intellectuelles participaient, traitaient des deux questions. Et ces deux questions-là, l'histoire les a jugées comme étant extrêmement différentes. Puisque l'émancipation des LGBT a été considérée bien sûr comme quelque chose de positif du point de vue de l'évolution des sociétés, alors que la pédophilie elle-même n'a jamais été émancipée, entre guillemets, et qui n'a jamais fait l'objet d'une normalisation comme l'homosexualité, si vous voulez. Et donc, c'est les mêmes gens qui défendaient donc l'alignement des majorités, ce qui a été acté en 1982, avec un alignement des majorités sexuelles à 15 ans pour les homosexuels et les hétérosexuels. Et pour beaucoup d'acteurs de cette époque-là, cet alignement-là des âges de majorité sexuelle était annonciateur de quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'était un processus qui était en route et qui était susceptible d'amener vers une modification encore des seuils. Alors, ça pouvait être l'idée que la majorité sexuelle pouvait descendre, 15 ans, 14 ans, 13 ans, 12 ans, etc. Ou l'idée, autre, plus extrême, plus radicale, que la notion de majorité sexuelle était sans fondement. Ça, c'est Foucault qui disait ça, ou d'autres, Bacchignas. Bacchignas disait la notion de majorité sexuelle est idiote. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que ce qu'il fallait prendre en sérieux comme élément, c'était simplement et uniquement, et de façon nécessaire et suffisante, c'était le consentement de l'enfant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enfant consent, eh bien, il n'y a plus de problème. Hein, ça, c'est Foucault Là, qui dit ça. ça, c'est un point fondamental aussi parce que ça remet dans un contexte où on sort de 68 et où la place de l'enfant est en train de changer. Où on Oui, tout estime à qu'il fait. faut l'écouter, qu'il faut l'entendre. Il y a un Absolument. revirement à cet endroit-là et les pédophiles utilisent cet argument-là avec une critique aussi, vous le dites, de la famille. Voilà, Oui, je vous laisse poursuivre, mais c'est dans ce contexte-là que ça se joue. absolument. Critique de la famille, critique des institutions. Le pédophile, je peux développer un peu sur la critique de la famille, donc c'est vraiment un thème très très important à cette époque-là. On a du mal à penser ça parce que la famille est devenue tellement un refuge, tellement quelque chose qui est considéré comme positif et voilà, un tel rejet de la famille dans ces années-là, on a du mal à penser que ça a pu exister de façon si forte. Hein, il y avait beaucoup de penseurs qui considéraient que la famille était un obstacle au bonheur des enfants, hein, que les parents prenaient en otage leurs enfants, étaient des tortionnaires d'enfants, mettaient en prison leurs enfants, que les parents, c'était ce dont les enfants devaient s'émanciper pour être libres. Et le pédophile, dans ce contexte-là, c'était ceux qui étaient susceptibles de libérer les enfants du joug parental. Hein, c'était le tiers qui arrivait et qui pouvait décompresser cette atmosphère parentale pour que l'enfant ait des expériences plus intéressantes, plus riches. C'est l'argument de Maznev. Hein. C'est-à-dire, les enfants et les très jeunes filles qui sont venues avec moi ont eu la chance d'être en contact avec un écrivain exceptionnel et ont eu la chance d'avoir accès à une vie sociale fascinante. Et je les ai arrachés à leur ordinaire. Hein. C'est ça l'argument de Maznev. Donc, mais il n'était pas le seul à dire ça. Hein. C'est cette idée que le pédophile arrive et émancipe les enfants de leur contexte social ou parental, familial. Ça, c'était quelque chose qui était très, très prenant. Mais à vous Et donc, lire, oui, pardon, on a l'impression que les pédophiles font feu de tout bois dans leur argumentaire. Tout est susceptible d'aller dans leur sens. Alors là, vous oui, allez sur un argument familial, mais vous passez une série d'arguments
qui montre que c'est toujours dans le bon sens finalement. La pédophilie va être marxiste, va être féministe, enfin, je sais pas, il y a toute une série que vous détaillez Oui, c'est ça. d'arguments qui libèrent, quoi. Tout à fait. L'idée, c'était que les acteurs à l'époque, ils étaient sincères dans leur argumentation. Je pense qu'ils étaient convaincus du fait qu'il y avait une émancipation à engendrer autour de l'enfant et que c'était une émancipation qui avait trait à toute une série de sphères argumentatives. Alors, par exemple, pour la question psychologique ou freudienne, bon, l'argument de l'enfant pervers polymorphe, mis au jour par ces disciplines analytiques, a été sollicité pour montrer que, en fait, l'enfant avait une sexualité débridée, qui ne méritait qu'à s'exprimer, y compris avec des adultes, et que si on ne voulait pas se rendre à cette réalité-là, c'est parce qu'on était dans le mythe, dans la tradition, dans la panique, dans un rejet inconsidéré, dans l'irrationalité. Puisque vous aviez la psychanalyse derrière vous, mais il n'y avait pas que la psychanalyse, il y avait aussi les sciences sociales, l'histoire, l'anthropologie. Je reviens à ça parce qu'il faut que ce soit bien clair. Le fait de faire référence, par exemple, à l'histoire ou à l'anthropologie, ça, c'était des leviers argumentatifs très importants, dans la mesure où il s'agissait de montrer que les relations sexuelles entre les adultes et les enfants avaient pu exister à d'autres époques, dans l'Antiquité, bien sûr, La Grèce antique. La Grèce antique, bien sûr, et avaient pu exister dans d'autres cultures, donc dans certaines sociétés, Nouvelle-Guinée, etc. Donc, c'était des arguments à la fois historiques, géographiques, où il s'agissait de faire varier les focales dans le temps et dans l'espace, afin de montrer que la pluralité des possibles mettait en évidence le fait que notre possible à nous, notre réalité à nous, était un cas particulier, dans une diversité de cas possibles. Et dans cette diversité de cas possibles, il y avait des relations sexuelles entre adultes et enfants acceptables. Et par conséquent, la sémantique liée à cette description-là avait un corollaire pragmatique, c'est-à-dire le sens avait un corollaire en termes d'action, et l'action, c'était tout ça, c'est socialement construit. Si c'est socialement construit, c'est que c'est arbitraire. Et si c'est arbitraire, alors on doit pouvoir le déconstruire. C'est ça l'élément clé fondamental. Donc c'était une approche constructionniste, c'est-à-dire de considérer que les éléments sont construits et que parce qu'ils sont construits, ils peuvent être dynamités et détruits. Oui. Oui, vous parliez de la psychanalyse tout à l'heure et de la science. Dans quelle mesure, à l'époque, la société connaît-elle le traumatisme comprend le traumatisme sur un enfant qui subit des violences sexuelles? Est-ce qu'on en parle déjà? Alors, je pense que c'est... je n'ai pas étudié ça à fond, je ne peux pas vous répondre de façon exhaustive et vraiment satisfaisante. Ce n'était pas mon objet privilégié, mais je pense que les traumatismes liés aux relations sexuelles entre les adultes et les enfants étaient beaucoup moins connus, même si ça pouvait être décrit dans la littérature. Et il y a beaucoup de médecins, de psychiatres qui ont signé les pétitions en faveur des relations sexuelles entre les adultes et les enfants. Donc il y avait vraiment toute une série de gens qui étaient partie prenante. Françoise Dolto a eu des déclarations extrêmement troubles sur ces questions-là. Elle a été signataire de la lettre ouverte au projet de révision, de réforme du code pénal, et qui, alors sa fille, vous savez, Catherine Dolto-Tolić, dit que Catherine Dolto n'a signé que cette pétition-là et pas la pétition du procès de Versailles. Bon, je n'entre pas dans les détails, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, alors que la philosophie profonde de ces textes-là est exactement la même. C'est une philosophie qui fait dépendre donc la licéité des relations entre adultes et enfants de la seule liberté des acteurs en présence. Donc c'est-à-dire la position la plus extrême dans l'espace des discours qui étaient possibles, c'est-à-dire la majorité sexuelle n'a pas de sens, elle est arbitraire, donc socialement construite, donc doit être vulnérable à la déconstruction. Et voilà, donc c'est ce qui pouvait se dire dans ces années-là. Donc, si vous voulez, de ce point de vue,
les défenseurs de la pédophilie, etc., étaient du côté de la rationalité. Voilà, c'était la seule position théorique raisonnable à avoir, de défendre la pédophilie, puisque vous aviez de votre côté l'histoire, vous aviez de votre côté la philosophie. Bon, René Scherrer, évidemment, était très important là-dedans. Vous Vous aviez de pouvez votre juste côté... faire une parenthèse Oui, pour préciser qui est René Scherrer, parce qu'il revient régulièrement dans toute cette période. oui. Bah, donc, c'était un philosophe qui a écrit beaucoup sur la pédagogie. Il a écrit un livre qui s'appelle L'Émile perverti, qui était assez connu, qui a été l'amant de Guy Hockenheim, qui était son professeur. Scherrer était le professeur d'Hockenheim. Donc, c'est des gens qui sont restés en proximité toute leur vie. Et René Scherrer, lui, a toujours défendu la pédophilie, indiscutablement, au nom, en général, d'arguments historicistes, c'est-à-dire, voilà, l'âge de majorité sexuelle a varié dans le temps. Il y a eu 1810, il y a eu 1830, ça. Et la conséquence de cette approche historico-philosophique de Scherrer, c'était, toujours pareil, de rendre les choses vulnérables à la déconstruction, puisqu'elles avaient été construites, puisqu'elles étaient variables dans le passé, alors on pouvait les déconstruire maintenant. Et d'ailleurs, si vous voulez, ce sont des arguments donc relativistes que tous les sociologues utilisent. Ce ne sont pas des arguments qui sont en soi infondés. C'est pas du tout. C'est le fait que des arguments relativistes de ce genre aient été utilisés pour cette cause-là, qui est évidemment frappant, parce que cette cause-là nous apparaît aujourd'hui comme étant extravagante. Mais les leviers argumentatifs prenaient appui sur des éléments qui étaient tout à fait recevables pour n'importe quel chercheur en sciences humaines. Et donc, du coup, ce que ça doit nous faire, à nous, observateurs et chercheurs relativistes, puisque c'est le b.a.-ba du chercheur en sciences humaines, de considérer qu'il y a une variété, une variabilité des mœurs, des cultures et tout, c'est factuel. C'est que cette approche n'a pas nécessairement de validité empirique au sens où on peut justifier par la variabilité des cultures le fait que notre culture à nous doit changer dans un sens déterminé. Alors ça, je crois que c'est une espèce de leçon de ce travail, c'est que c'est pas parce que les choses sont socialement construites qu'elles doivent être nécessairement déconstruites, ni qu'elles doivent être nécessairement conservées. En fait, le fait qu'elles soient construites ne nous donne aucune indication sur ce qu'il faut faire. C'est ça qui est intéressant dans le retour sur ce moment de pédophilie, c'est qu'on voit comment se construit un discours en niant certaines parts de la réalité, des faits, dont la question que tu posais, Ophélie, c'est la part des enfants. C'est-à-dire que l'argument qui revient souvent, c'est que les enfants ne se plaignent pas finalement. On n'entend pas leur souffrance, ou on va l'entendre des années après. Donc ça donne l'impression de donner raison sur le moment à tous les pédophiles. Oui, c'est vrai. Alors bon, il y a des journaux qui ont publié, Guépier a publié ça, Libération aussi des témoignages d'enfants ravis d'avoir été initiés par des adultes sexuellement. Voilà. Mais je pense que la modification de l'état des choses par rapport à cette question-là, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent, mais c'est effectivement la prise de parole des victimes, des enfants eux-mêmes, soit devenus adultes, soit bon, souvent après un processus de victimisation d'eux-mêmes, de saisie de ce qui leur était arrivé, souvent très très long, et des prises de parole qui ont émergé et qui ont ruiné en réalité tout ça. C'est-à-dire que ruiner en réalité tout ça, ça veut dire qu'on considère maintenant que ces arguments-là sont des arguties, sont des raisonnements extravagants, sont des raisonnements qui n'ont pas de fondement. Alors, on dit ça maintenant, parce qu'on a le recul, etc. Mais c'est les victimes, les paroles des victimes, qui permettent de le comprendre mieux que personne. Écoutez, l'affaire Springora de cette année est un exemple, un terrain expérimental à peu près unique, qui montre la validité de ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend la parole, une victime de Matzneff, qui se définit comme telle, et qui, pour la première fois, exprime une autre voix que celle que Matzneff a eue pendant des décennies,
Alors Mazenev, c'est un personnage très important, c'est vraiment le personnage central du monde pédophile français, c'est quelqu'un qui a publié des manifestes en faveur de la pédophilie, les moins de 16 ans, les amours schismatiques. C'est quelqu'un qui a été soutenu par le monde littéraire pendant de très très nombreuses années, jusqu'à très récemment, jusqu'à cette année, où il a été lâché par ses éditeurs. En tout cas son journal, parce que les autres livres sont encore publiés. Et si vous voulez, bon, Mazenev a connu un long déclin, bien sûr, à mesure que la société comprenait ce qui se passait par rapport à la question pédophile. Donc les dernières années ont été assez difficiles pour lui. C'était plus les années 60-70, c'est sûr. Mais malgré tout, il était publié chez Gallimard, il était l'objet de monographies importantes, il a été chroniqueur dans plusieurs journaux importants, le dernier en date étant Le Point. Et si vous voulez, l'apparition de Vanessa Springora, donc de la victime, voilà, qui dit sa parole, sa vérité, et qui n'a du coup absolument rien à voir avec ce que Mazenev disait, a un effet complètement dévastateur. Moi, vous savez, quand j'ai sorti mon livre en 2013, je parlais beaucoup de Mazenev, c'était un acteur fondamental du livre, mais il s'est grosso modo rien passé. D'ailleurs, après que mon livre est sorti, Mazenev a eu le Renaudot. Donc, c'est bien la preuve que quand le sociologue parle, ça n'a pas du tout le même impact quand les victimes parlent. Pourtant, quand vous écrivez et vous décrivez des passages de cette littérature de l'époque, on est dans des actes sexuels avec des petits-enfants. Mazenev et tout ce milieu pédophile ne trouvant plus d'enfants en France dans les années 90, partent dans des pays plus pauvres que sont le Maroc ou l'Asie pour aller rencontrer des enfants. Il y a un tourisme sexuel qui met à mal d'ailleurs l'argumentaire selon laquelle il ferait ça pour libérer les enfants du joug du capitalisme. Là aussi, ça tombe à plat. Disons que oui. C'est très cru, hein, ce que vous décrivez, leurs ouvrages finalement qu'on ne connaît pas dans le grand public, qui sont peut-être réservés au milieu littéraire, un milieu littéraire plutôt parisien, sont assez édifiants dans la violence qu'on y lit, parce qu'ils semblent prendre du plaisir là où on perçoit la souffrance d'enfants derrière, notamment dans leur description de ce qu'ils font aux enfants. Oui, alors parlant de Mazenev très précisément de ce qu'il raconte dans son journal, le volume le plus extrême de son journal, c'est Un galop d'enfer, publié en 1985 à la Table Ronde, où donc Mazenev décrit les voyages qu'il fait à Manille avec des enfants en très bas âge, 8 ans, et l'âge le plus bas. Alors Mazenev appelle d'ailleurs ces enfants un 8 ans, un 12 ans, comme ça, uniquement par leur âge, de façon substantivée comme ça. La lexicalisation de l'âge des enfants est déterminante dans son approche par rapport à ces individus. Et donc ça, c'est paru à la Table Ronde, donc un éditeur qui a évidemment pignon sur rue, qui est connu. Ce livre n'a jamais été censuré. Bon, la Table Ronde a retiré les journaux de la vente cette année, comme Gallimard, comme d'autres éditeurs. Mais Mazenev a pu écrire tout ça sans que rien se passe. C'est seulement la prise de parole de Springora cette année qui a tout balayé, qui a mis le monde par-dessus tête de ce point de vue. Puisque, qu'est-ce qui s'est passé? Les grands éditeurs de Gallimard, de Mazenev, pardon, ont lâché Mazenev pour la publication de son journal. Antoine Gallimard a décidé d'arrêter la publication du journal. La Table Ronde a retiré. Évidemment, ça s'était jamais vu. Ça s'était jamais vu, chose pareille. On a retiré des librairies les livres. Mazenev venait de sortir un livre qui s'appelait un journal qui s'appelle L'Amende de l'Arsenal. Et Gallimard a retiré les ouvrages des librairies. On n'avait jamais vu ça, un truc pareil. Et puis, après, Mazenev a perdu son allocation du Centre national du livre, parce qu'il faut savoir que Mazenev a été financé par l'argent public pendant des décennies, puisqu'il touchait une subvention du Centre national du livre. Le montant qui a filtré dans la presse était 165 000 € en tout. Donc c'est quelqu'un
qui a bénéficié d'argent public pendant très longtemps. Et c'est Roselyne Bachelot qui a indiqué très récemment, vraiment, on est dans l'histoire vraiment brûlante, que Matzneff ne touchait plus cet argent. Par ailleurs, Matzneff donc, a fermé son site internet, a fui en Italie, et 2 procédures judiciaires ont été ouvertes à son encontre. Une a été initiée par donc, le parquet qui s'est autosaisi, et puis une autre par l'association L'Ange Bleu, dirigée par Latifa Benari, pour apologie de crime. Donc on aura des suites judiciaires de ces affaires-là l'année prochaine, en 2021. Par ailleurs, il y a d'autres victimes de Matzneff qui ont pris position, qui se sont exprimées. Vous savez qu'il y a eu des articles dans le New York Times, très importants, qui ont fait le tour du monde sur l'affaire Matzneff et qui ont suscité l'envie chez une autre victime, chez 2 autres victimes de Matzneff, de prendre la parole. Et c'est très intéressant parce que ces victimes-là, donc il y a Francesca G et un autre garçon qui a pris la parole, mais pas par rapport à l'affaire Matzneff, mais par rapport à l'affaire Girard. Donc c'est 2 affaires différentes, mais le fait que le New York Times ait été partie prenante là-dedans rend compte du fait que les victimes des agresseurs sexuels présumés, en tout cas pour Girard c'est présumé, n'ont pas confiance dans la presse française et s'adressent au New York Times pour témoigner. Donc c'est ce qu'a fait Francesca G en contactant le New York Times et en racontant son histoire, en racontant qu'elle avait déjà écrit un ouvrage décrivant son expérience. C'était pas la première fois que Springora avait pris, c'était pas la première fois qu'une victime avait pris la plume pour écrire ça, et qu'elle avait écrit un livre aussi, et que ce livre avait été refusé partout. Et donc, ce livre de Francesca G, on l'attend. Elle a déclaré dans une interview à la Dépêche qu'elle avait trouvé un éditeur, donc on verra bien ce que ça va donner. Et l'autre affaire, je termine juste là-dessus, donc c'est un homme qui dit avoir été victime d'abus de Christophe Girard. Et là aussi, même mécanisme, cette personne s'adresse au New York Times en pensant qu'on va la prendre au sérieux. Le New York Times, c'est le journal qui a révélé l'affaire Weinstein. Donc c'est un journal qui a eu un rôle très important dans le mouvement MeToo et dans tout ça. Et dans l'affaire Matzneff, c'est un journal qui a eu un rôle central. Voilà, donc pour revenir à la question des victimes, de la parole victime, c'est vraiment ça qui est susceptible de faire changer les choses. Hein. Ça a été vrai quand Eva Thomas, que vous avez reçu très récemment, a pris la parole pour dire l'inceste qu'elle avait subi et tous les bouleversements que son témoignage a suscité, comme elle le raconte elle-même, avec aussi le procès de Saint-Brieuc, après avec celle qui avait témoigné à l'émission Médiation, où ça a abouti à une transformation du code de procédure pénale, notamment pour la durée de prescription. Vous parlez là des victimes qui libèrent la parole. Finalement, à l'époque, les premières à réagir, ce sont des femmes. Et quel est le rôle des femmes, en particulier des mouvements féministes, à la fois dans la légitimation de la pédophilie, puis de sa critique? Alors, le rôle des femmes est absolument central dans cette histoire, parce que quand on regarde les pétitions des années 70, 75% des gens qui les signent sont des hommes. Quand on regarde, quand on relit les revues lesbiennes de cette époque, j'ai commencé de le faire de façon plus approfondie récemment, et on se rend compte que la défense de la pédophilie est presque totalement absente. Et puis, d'un point de vue politique, les femmes ont été toujours historiquement en France aux avant-postes dans la dénonciation de la pédophilie, dans la prise en compte de la souffrance de l'enfant. Pour des raisons qui ne sont pas génétiques, hein, c'est lié à la division sexuelle traditionnelle du travail domestique, qui fait que les femmes sont traditionnellement plus proches des enfants que les hommes, puisque c'est à elles qu'échoit, dans la plupart des cas, le fait de les élever. Pour des raisons, encore une fois, historiques.
Et c'est pas très étonnant qu'elles aient été aux avant-postes du fait de comprendre que les relations sexuelles avec des enfants pouvaient poser des problèmes quand elles mettaient en présence des adultes. Donc, si vous voulez, je pense qu'on peut dire, ça s'est encore vérifié assez fortement dans la période récente avec l'affaire Matzneff, où il y a eu quand même un certain nombre de personnes qui ont pris position pour le défendre, et en général, c'était des hommes. Des hommes âgés, des hommes de 60, 70 ans, pas toujours, il y a des exceptions. Mais en général, c'était des hommes. C'était Solers, c'était Dominique Fernandez, c'était des hommes. Est-ce que pour les femmes, c'est pas lié aussi à ce que vous décrivez, qui est le fait qu'elles subissent des viols et que pendant longtemps, c'est considéré par les sciences ou les juristes comme normal, que c'est qu'un problème d'énergie ou de trop forte vitalité des hommes, par exemple, et qu'une femme ne peut pas se défendre si elle est violée. Enfin, si elle ne se défend pas, c'est qu'elle est consentante. Il y a toute une culture qui semble préexister et qui font que les femmes sont obligées déjà de se défendre elles-mêmes et qu'ensuite, elles sont plus facilement prêtes à voir ce qui se passe pour les plus faibles, les enfants en l'occurrence. Oui, c'est très juste. Ce que vous dites est très, très juste. Le viol et la reconnaissance du viol comme crime grave est quelque chose qui est lié évidemment aux luttes féministes, aux luttes des femmes. Et ce que vous dites est tout à fait vrai aussi pour la période actuelle, où la question du consentement, évidemment, est centrale, puisque vous savez que dans le code pénal français, le consentement est absent. Et justement, cette histoire de consentement, donc, qui était au cœur des controverses des années 70 sur le consentement de l'enfant, se retrouve aujourd'hui dans la définition que nous devrions avoir pour le viol, une définition qui inclurait la référence au consentement et non pas simplement une définition qui prendrait appui sur l'attitude de l'agresseur, hein, puisque vous savez que la définition du viol c'est est contrainte, fondée... menace, surprise, oui. Exactement, et violence. Et violence, exactement. Donc ce sont ces 4 critères qui doivent être présents, un des 4, pour caractériser le viol. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien être non consentant à un rapport sexuel et pourtant que ce ne soit pas considéré comme un viol. Hein. Il y a une question... Alors, je termine juste là-dessus, c'est vraiment très important parce que c'est un combat féministe vraiment qui vise à l'échelle européenne à faire admettre que un viol, la définition du viol, la définition pénale du viol, doit inclure la référence à l'absence de consentement de celui qui subit l'abus. Et à l'échelle européenne, il y a une minorité de pays qui ont une définition du viol qui fait référence de façon directe à l'absence de consentement. Sur les 31 pays européens, il y a seulement 8 pays qui ont une définition du viol lié directement au consentement. Dans le code pénal français, l'absence de consentement de la personne, de la victime, se déduit de l'attitude de l'agresseur, hein, ce qui est vraiment complètement différent. Donc, toutes ces questions-là sont absolument liées. Vous avez tout à fait raison de faire le lien. C'est très juste. Parce que, pour en revenir à la question du consentement des enfants, un certain nombre de choses sont mobilisées, sont revendiquées par soit les féministes ou d'autres plus largement dans l'espace social pour modifier le code pénal, pour modifier la législation, parce que beaucoup ont été insatisfaits par les transformations introduites par la loi Chiappa, qui ont essayé d'améliorer les choses dans ce domaine, mais qui laissent beaucoup d'associations et d'acteurs de cet univers très insatisfaits. Alors, il y a plusieurs propositions qui sont faites dans ce domaine. Par exemple, le fait de considérer qu'il y ait une présomption de non-consentement, une présomption simple de non-consentement, ce qui est l'opposé de la présomption irréfragable de non-consentement. Alors là, j'espère pas trop effrayer ceux qui nous écoutent, mais l'idée c'est que on puisse considérer le mineur de moins de 15 ans comme étant présumé non consentant, à charge du prévenu de prouver le contraire. Donc ça inverserait la charge de la preuve. D'autres défendent l'idée d'une criminalisation de la relation sexuelle au-dessous de 15 ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment
où relation sexuelle il y a entre un majeur civil et un mineur de 15 ans, il y a crime. Alors, moi, je n'ai pas d'avis, si vous voulez, sur ce qu'il faut privilégier comme modèle. Ce que je constate, c'est que le consentement est un objet très important dans le cadre européen, avec la Convention d'Istanbul, hein, qui le met au cœur de son dispositif, et qui appelle les pays signataires et qui ont ratifié le traité à faire référence au consentement dans leurs dispositions légales. Et puis, cette insatisfaction des lois Chiappa, je pense, donne du grain à moudre pour les prochaines années dans le domaine légal par rapport aux relations sexuelles entre adultes et enfants. Je voulais vous poser la question d'une internaute qui s'appelle Elisa Roche et qui vous pose la question suivante. Elle demande si la notion et l'âge du consentement, donc comme vous disiez, qui sont beaucoup revenus ces dernières années dans les tribunaux, et d'après elle, pas forcément dans le bon sens. Est-ce que vous pensez que la philosophie des années 70 de la pédophilie est en train de regagner du terrain par rapport à cette notion de consentement? Ah non, pas du tout, je crois pas du tout. Non, je crois que ce qui était sollicité dans les années 70, dans les arguments des acteurs, c'était de dire que ce qui compte, c'est le consentement de l'enfant. Mais cet argument-là, ça visait à dire il n'y a pas de majorité sexuelle, ça compte pas. Hein. Donc c'était un argument qui visait à mettre de côté l'idée de majorité sexuelle, c'est-à-dire de seuil en deçà duquel une relation sexuelle entre un adulte et un enfant n'est pas possible. C'est l'argument de Foucault, hein, c'est-à-dire que c'est nécessaire et suffisant la liberté des partenaires. Donc si c'est nécessaire et suffisant, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de limite, il n'y a pas besoin de majorité sexuelle, il n'y a pas besoin de seuil. C'est ça que ça voulait dire la référence au consentement. Évidemment, Foucault se trompait très lourdement, on le sait maintenant, puisque vous pouvez très bien être tétanisé, enfin tout ce que les études nous ont appris sur la question des abus sexuels sur les enfants. C'est que c'est pas si simple, quoi, le consentement des enfants, alors que maintenant, effectivement, les tribunaux peuvent considérer comme consentant un enfant en très bas âge. Hein, il y a beaucoup de choses fausses qui s'écrivent à ce sujet, y compris par des spécialistes. Par exemple, j'ai lu récemment quelqu'un qui disait que la majorité sexuelle était l'âge supposé auquel une personne était susceptible de consentir un acte sexuel. C'est complètement faux. Hein. Ça n'a rien à voir. Le consentement et la majorité sexuelle n'ont rien à voir. Vous pouvez très bien être en dessous de l'âge de la majorité sexuelle et être considéré par un tribunal comme étant consentant. Et le consentement, là, c'est évidemment un piège qui se retourne contre les victimes, puisque ça permet d'acquitter des personnes qui sont accusées de viol. Ça s'est produit très récemment dans l'affaire de Pontoise, où une personne a été acquittée parce qu'elle était accusée de viol. D'ailleurs, la législation, la loi Chiappa modifie ça, puisqu'elle permet aux juges de requalifier en atteinte sexuelle et pas en viol. Donc ça, c'est une modification importante, parce qu'avant, il y avait souvent les parquets renvoyés devant les tribunaux correctionnels parce qu'ils avaient peur que le viol ne soit pas suffisamment caractérisé en cour d'assises. Et donc, il y a toute une série de gens qui se sont retrouvés, en correctionnel, qui ont eu leur procès correctionnalisé pour éviter l'acquittement. Bon, ça, c'est un truc qui est plus possible avec les lois Chiappa. Donc non, c'est pas du tout la même chose. Hein. J'ai bien recontextualisé la référence au consentement dans les années 70. Non, la référence au consentement, c'était pour dire la majorité sexuelle n'a pas de sens, n'est pas utile. Parce que maintenant, la référence au consentement, c'est de dire la définition du viol ne doit pas passer par des caractérisations qui renvoient à l'agresseur, mais à la victime. C'est-à-dire que ce qui compte dans la définition du viol, c'est l'état mental de la victime. C'est la victime qui compte. C'est un changement de perspective complet. Alors, ce changement, ce revirement de rapport avec la pédophilie et sa victime, on le voit très bien dans le processus d'évolution de la société que vous décrivez dans votre livre. Et on voit que des personnalités de l'époque qui sont considérés comme des grands artistes, aujourd'hui sont mis sur la sellette. On peut penser à Polanski, où on peut voir que des œuvres qui étaient considérées comme artistiques, alors on en a parlé sur la littérature, mais on peut le voir dans la photo, par exemple, où ce qui était admis et possible dans les années 70-80 ne l'est plus aujourd'hui. Et donc, du coup, ça pose
plusieurs questions. Est-ce qu'on n'a pas une forme là de schizophrénie, de gens qui ont été reconnus, qui ont des postes aujourd'hui, qui sont à des positions socialement acceptables, qui en fait, on peut aussi penser à Cohn-Bendit, voilà, qui se retrouvent dans une drôle de situation, et nous avec, parce que on admire des gens dans leurs œuvres, alors qu'on sait qu'ils ont aussi un comportement pédophile, qu'ils l'ont soutenu. Comment est-ce que vous voyez ce passage-là de l'un à l'autre? Moi, je n'ai pas de solution à vous proposer pour votre malaise. Évidemment, c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps. C'est-à-dire que les artistes qu'on est susceptible d'aimer, qui ont violé des gens, c'est vraiment l'éternel problème de la relation entre l'œuvre et la personne. C'est ça. Qui se pose d'une manière extrêmement aiguë avec cette problématique. Alors Polanski, c'est un peu plus, c'est moins direct parce que Polanski, c'est pas Maznev, il n'a jamais fait de l'apologie de la pédophilie, par exemple. Ça n'a jamais été au cœur de son œuvre. C'est, à mon avis, un cas assez différent. Mais par exemple, Hamilton, dans la photographie. Oui, Hamilton, oui, Hamilton, c'est tout à fait vrai. Donc, je pense que le rapport à Hamilton se tend, évidemment, dans la mesure où on considère que ce qu'il a fabriqué comme iconographie, si vous voulez, renvoie à une valorisation sous-jacente des relations avec des mineurs, et avec des mineurs, y compris des très jeunes. Et effectivement, il y a une relecture de toute l'histoire que certains, si vous voulez, dénoncent. Alors, il y a les esthètes qui considèrent que ce qui compte, c'est l'œuvre. Donc, la posture esthète vise à sauver l'œuvre des égarements, si on peut dire, des personnes, par opposition à une posture plus centrée sur la personne, où ce qui compte avant tout, ce sont les agissements des gens, les œuvres passant au deuxième plan. Et là, on voit très vite qu'on a une aporie ou une disjonction entre des personnes qui privilégient la question éthique du comportement personnel par opposition à ceux qui privilégient la dimension esthétique de l'œuvre. Et là, c'est difficile de réconcilier les gens parce que leur terrain d'expression n'est pas le même. Et c'est très très compliqué de mettre des gens d'accord sur un différent pareil, quoi. On ne peut pas. Alors maintenant, encore une fois, je n'ai pas de solution clé en main sur la manière dont il faut apprécier les choses. Je pense que en tant que citoyen, j'ai bien mon avis, mais ce n'est pas très intéressant. Maintenant, je pense que les gens sont aux prises avec ce genre de dilemme constamment. Par exemple, quand ils sont en présence d'un artiste qu'ils aiment et qui a eu un comportement disqualifiable. Alors, peut-être qu'on peut aussi regarder que ce moment-là des années 70 est récupéré aujourd'hui pour attaquer la gauche, par exemple. Mais vous montrez dans votre livre que la pédophilie, elle est soutenue à l'époque tant par la gauche que par la droite. Vous pouvez en dire quelques mots par rapport à ça? Parce que c'est intéressant, on pense toujours que c'est quelque chose qui est lié qu'à l'extrême gauche ou au mouvement 68, mais c'est un peu plus subtil que cela. Oui, ça me fait plaisir que vous parliez de ça, parce que moi, je voulais en dire deux mots, pour la bonne raison que mon travail a été récupéré par certaines publications d'extrême droite, comme Valeurs Actuelles, ou une revue qui s'appelle L'Incorrect, proche de Marion Maréchal. Alors, je suis tout à fait éloigné de ces courants de pensée, et j'ai été récupéré afin de disqualifier la gauche de ces années-là, en disant, vous voyez, la gauche a été fourvoyée, a été complètement fossoyeuse des valeurs de notre société, etc. Alors, évidemment, le fait que la gauche, ou une partie de la gauche, les révolutionnaires, ou les gauchistes, etc., bon, toute une série de gens, étaient partie prenante dans ça, c'est complètement vrai, on ne peut pas te dire le contraire. Mais ce qui est aussi vrai, ce qu'oublie de dire les publications que je viens de vous citer, c'est-à-dire Valeurs Actuelles ou L'Incorrect, ce que ces publications oublient de dire, c'est que les relations pédophiles ont été aussi défendues à l'extrême droite, notamment dans des publications comme Gay France, des publications du Grèce, d'Alain de Benoît. Alain de Benoît, donc, c'est le fondateur de la Nouvelle Droite,
qui a longtemps dirigé le journal qui en était l'émanation. Et Alain de Benoît, c'est quelqu'un qui est ami avec Matzneff et qui n'a cessé de le défendre. D'un certain point de vue, Matzneff est très intéressant aussi pour ça. C'est-à-dire que Matzneff, c'est quelqu'un qui est ami avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il est ami à la fois avec des gens d'extrême gauche et d'extrême droite. Hein, si vous dites de Matzneff que c'est quelqu'un de droite, vous n'êtes pas dans le vrai. Matzneff, c'est quelqu'un qui est dans la transversalité politique. Il est ami avec Jean Rista, qui est proche du Parti communiste, Franck Delorieux. Gabriel Matzneff a donné de très longues interviews dans l'Humanité. On mettait en évidence son travail, où on parlait du galop d'enfer, dont je vous parlais tout à l'heure en termes extrêmement positifs. Mais c'est quelqu'un aussi de proche d'Alain de Benoît, c'est quelqu'un qui est proche de Pierre Boutan, c'est quelqu'un, vous voyez, qui a dit du bien de Serge de Beketch, qui était un des acteurs de Radio Courtoisie les plus virulents, les plus à l'extrême droite qu'on puisse imaginer. Évidemment, Matzneff est copain aussi avec Le Pen. Donc, si vous voulez, l'idée que... sa bête noire, c'est Royal, vous dites. Hein. Voilà, sa bête noire, c'est Royal. Ouais, tout à fait, qu'il appelle la coacresse. Donc, Ségolène Royal incarne tout ce que Matzneff vomit. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait transversal dans le monde politique. Hein. Ce n'est pas un truc de gauche spécialement. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ceux qui essayent de récupérer mon travail pour disqualifier la gauche sont intellectuellement malhonnêtes. Parce que je ne dis pas ça dans mon livre. Je ne dis pas que c'est un monopole de gauche, gauchiste. Je dis exactement l'inverse. Et ceux qui rendent justice à mon travail le savent. Si on sort du relativisme par rapport à cette question de l'époque, on ouvre la notion à la maladie et à la question des soins par rapport à la pédophilie. Et pourtant, à l'époque, les pédophiles ne se sentent pas malades. C'est la société qui est malade. Qu'est-ce que vous constatez, vous? Alors, la référence à la pathologie, c'est très important. Je pourrais aussi parler de la panique, parce que c'est très, très utilisé ça dans les controverses, l'idée de panique, de manque de contrôle émotionnel. Donc, le manque de repère émotionnel, le manque de contrôle de l'émotion. D'accord, ok. Hein, donc, dans une controverse, c'est très fréquent qu'on essaie de disqualifier l'autre position en faisant référence au fait que cette autre position ne se maîtrise pas émotionnellement. Quand on essaye de disqualifier l'autre, quel que soit cet autre, on fait très fréquemment référence au fait que cet autre ne se maîtrise pas émotionnellement. Alors ça peut être les femmes, avec la critique du bavardage, de l'hystérie. Ça peut être les Noirs, avec le fait, c'est ce qu'on a fait pour les esclaves, en disant qu'ils ne savaient pas se tenir, c'était impossible. Dans la littérature coloniale, on a ça. Ça peut être les homosexuels, on dit que les homosexuels, ils ont une sexualité débridée, ils sont absolument incapables de maîtriser leurs pulsions, ils ne sont pas civilisés. Et dès que vous voulez disqualifier quelqu'un, vous faites référence à ça. En ce moment, sur le Covid, c'est tout à fait frappant. Un des arguments privilégiés pour disqualifier le camp d'en face, c'est de dire que l'autre est en panique. Les rassuristes disent, de ceux qui prennent les mesures de confinement, disent que c'est un mouvement de panique. Donc, dire de l'autre qui panique, c'est aussi dire que soit on maîtrise ses pulsions, qu'on maîtrise ses sentiments, qu'on maîtrise son émotion, qu'on est donc dans quelque chose de raisonnable. En réalité, l'assignation à panique de l'autre, l'assignation à émotion incontrôlée, en général, ça ne veut rien dire d'autre qu'une mise à distance de ceux qu'on désigne comme étant dépourvus de possibilité de contrôle de soi. Vous ne dites rien de ce dont vous parlez, vous dites quelque chose de la distance qui vous caractérise, la distance qui vous sépare de cet objet. Juste vous parlez juste un peu peu de votre objet, mais... Pardon ? Éloignez un peu votre micro. Parle en distance. Ah, pardon. Il y avait le micro un peu trop près, là, dans le moment, mais je vous ai interrompu. Mais... C'est l'enthousiasme. Vous parlez non pas de votre objet, de ce que vous désignez comme tel, mais vous caractérisez la relation qui vous lie à cet objet. Hein, et c'est une relation de distanciation. Hein. Si je vous dis que vous paniquez, je vais aussitôt considérer
et on va aussitôt considérer si ma description fonctionne, que vous ne vous maîtrisez pas et que moi, j'ai la maîtrise de ce qui se passe, puisque je suis capable de voir que vous maîtrisez l'émotion dont moi, je suis monopolistiquement pourvu. Vous voyez? Donc, c'est exactement ce qui se passe actuellement dans la controverse Covid, hein, avec des disqualifications d'autrui par référence à la panique. Donc, tout ça, c'était quelque chose qui a été utilisé dans beaucoup de contextes historiques, qui se trouve aussi dans les textes théoriques de la sociologie. Par exemple, le processus de civilisation d'Elias, c'est vraiment une théorie qui est liée à ça, hein, qui est une théorie complètement postcoloniale et qui considère que les sociétés autres qu'occidentales n'ont pas la maîtrise de leurs pulsions comme nous. C'est quelque chose qui est extrêmement récurrent et qui est très important de voir. Donc à l'époque, les défenseurs de la pédophilie considéraient que ceux qui rejetaient la pédophilie étaient en panique. Voilà, c'est parce que vous êtes paniqué par ce qui se passe, parce que vous ne le comprenez pas, parce que vous êtes dans l'émotion brute, que vous rejetez la pédophilie. Si vous étiez dans la rationalité froide, eh bien, vous pourriez accéder à une réalité supérieure de compréhension qui pourrait vous faire comprendre que les relations sexuelles entre adultes et enfants, en fait, sont possibles, et non seulement sont possibles, mais sont souhaitables. Est-ce que ce que ça montre, c'est que du coup, à l'époque, les pédophiles, ils sont aveugles à ce qui les habite, en fait. Il n'y a pas de prise de conscience de l'aspect traumatique ou médical qu'il peut y avoir autour. Alors, ça, c'est un jugement qu'on peut porter a posteriori sur ces personnes. Quand on est dans la controverse, vous voyez, quand tous ces gens prennent position, ils sont complètement à 100% authentiques, je pense, dans l'idée qu'ils ont raison. Et que si on rejette la pédophilie, c'est parce que les médias racontent n'importe quoi. C'est parce qu'on est manipulé par les médias, ça aussi c'est un truc très récurrent. C'est parce qu'on est en panique, donc on est pathologiquement atteint du fait qu'on n'arrive pas à voir ce qu'il faut faire. Et que l'idée que ces arguments-là sont invalides, c'est quelque chose qui est produit par le passage du temps. Moi, le fait qu'il y ait cécité, c'est le diagnostic qui est produit par le passage du temps où on peut considérer que ces arguments-là n'avaient pas de fondement réel, n'étaient pas fondés. C'est pas moi qui dis ça. C'est le passage du temps qui fait que les rapports de force se modifient et la lecture qu'on peut avoir de ces discours-là maintenant est une lecture extrêmement négative. Au moins pour la plupart des gens. C'est aussi le discours des victimes qui permet de faire ce passage-là. La parole qui se libère. Et puis, il y a aussi, à mon avis, un passage qu'on voit très bien dans votre livre, c'est là où vous décrivez ces pédophiles qui vont sur Internet et qui écrivent de manière codée. Vous racontez qu'il y a 2 écrivains qui écrivent de manière codée. Et quand on lit, on sent la froideur et comment les enfants sont des objets, des numéros de 6 ans, 7 ans, 8 ans. On ne sent pas du tout d'affection, simplement des objets sexuels. Et d'ailleurs, ils vont dans les pays pauvres. Et je pense que l'histoire d'amour, d'affection tombe. On sent que ce sont uniquement des gens qui cherchent à assouvir leurs envies sexuelles. Dans votre livre, on sent ce passage-là. Plus le temps passe, justement, et plus ils se dévoilent aussi dans leur fonctionnement. Et ils ne sont plus du tout les libérateurs des enfants, ils sont des consommateurs d'enfants. Et je pense que c'est le coup de grâce, à mon avis, que vous décrivez très clairement dans les années 90, 2000. Je sais pas si oui, moi je vois très bien à quoi vous faites référence. C'est le dialogue entre Perfit et Monterland. Moi, donc c'est un passage dans mon livre où je cite assez longuement la correspondance de Doreen Monterland et de Roger Perfit, donc qui étaient tous les 2 pédophiles, et qui utilisaient un langage codé pour ne pas être pris dans leur correspondance. Et on a publié la correspondance de Perfit et de Monterland, et où Perfit a donné toutes les clés de lecture. Et effectivement, donc c'est à longueur de page dans cette correspondance des scènes de sexe avec des enfants. Alors, je n'irai pas sur le terrain, vous voulez m'emmener, parce que j'ai rien à dire sociologiquement sur ça, sur le fait que les enfants sont des objets, etc. C'est pas à moi de dire ça, c'est pas une réalité qui est vulnérable à une description sociologique pour moi.
D'accord. Mais est-ce que Euh, vous le constatez chez les auteurs aujourd'hui, les psychiatres, ou est-ce que vous avez vu ce passage-là où il y a un discours qui justement analyse cet aspect-là dans que faire avec cette situation des pédophiles qui aujourd'hui existe, quoi. Comment faire, quoi. alors, je pense qu'il y a deux cas possibles, au moins deux, disons. Je pense qu'il y a des pédophiles ou des défenseurs de la pédophilie qui considèrent que nous vivons dans un monde absurde et que eux ont raison. Et que c'est le cas de Matzneff. Matzneff n'a absolument jamais changé d'avis, n'a absolument jamais mis d'eau dans son vin. Voilà. Donc pour lui, ce qui se passe, c'est une dégradation de ce qu'il appelle des conditions atmosphériques. C'est-à-dire que les problèmes qui arrivent aux pédophiles sont imputables au monde social, voilà, qui est délirant, qui est en panique, encore une fois, qui ne comprend pas la réalité de la relation possible entre des adultes et des enfants. Alors, il y a des gens qui pensent ça. Bon, donc, il y a un différent complet, si vous voulez, dans la manière d'aborder la description des choses. D'un côté, vous avez des gens qui pensent ça, et le reste du monde social qui n'est pas d'accord, évidemment. Bon. Mhm. Et puis, vous avez... Bon, alors ça, c'est toute une partie, je pense que ça concerne plein de gens. Et puis, vous avez les autres qui savent, qui comprennent que leur attrait est très problématique. Parce que la symétrisation adulte-enfant, qui était sollicitée dans les années 70 pour dire l'adulte a toujours une âme d'enfant. Donc, on réduit l'adulte à l'état d'enfant. Et dans chaque enfant, on a une personne. Donc, on grandit l'enfant. Et du coup, on se retrouve avec des plans symétriques. Les adultes ont une âme d'enfant, les enfants sont des personnes. Hein, et ces opérations de symétrisation-là, qu'on sollicitait, qu'on opérait dans les années 70, maintenant, on ne le fait plus. Et les pédophiles ou ceux qui sont non pratiquants ou qui ont cet attrait-là savent que ce qu'ils ressentent est problématique. Je pense que pour les pédophiles de la première catégorie, c'est très difficile, puisqu'il y a un conflit sur ce qui est en présence, un conflit ontologique, quoi. C'est-à-dire que ce qui se passe, on n'est pas d'accord sur ce qui se passe. Hein. Matzneff considère que le monde est complètement fou, se fourvoie dans sa lutte contre les pédophiles, est fou avec Ségolène Royal qui est folle, et tout le monde est fou sauf lui, en fait. Y compris les victimes qui se plaignent, mais c'est parce qu'elles sont mystifiées, ou méchantes, mystifiées ou méchantes. Hein, mais Matzneff a dit de Springora qu'elle était méchante, qu'elle voulait la détruire. Donc c'est la personne perverse, c'est Springora. Et de l'autre côté, vous avez donc, tous les pédophiles qui considèrent qu'effectivement leur attrait est problématique et justiciable d'un travail. Alors, moi, j'ai parlé beaucoup dans le livre du travail de Latifa Benari et de l'Ange Bleu, donc qui est toujours une association qui reçoit des pédophiles ou, si vous voulez, qui essaye de faire se rencontrer des pédophiles abstinents. Donc, le principe même de l'association, c'est de ne pas passer à l'acte. Hein, c'est le but de l'association, que les pédophiles ne passent pas à l'acte. Et puis, des victimes. Alors, c'est un travail qu'elle a entamé il y a de nombreuses années et qui a suscité très importante controverse cette année. Absolument. Puisque cette association a été poursuivie en justice par d'autres associations de protection de l'enfance. Il y a une véritable espèce de concurrence entre associations de défense de l'enfant. Donc c'est une histoire complexe dont on verra des prolongements donc, cette année ou l'année prochaine, vraisemblablement l'année prochaine, des prolongements judiciaires. Je précise que Latifa Benari est donc celle avec l'Ange Bleu qui a assigné Matzneff en justice pour apologie de crime pédophile. Apologie de crime. Est-ce que ce qui s'est joué dans les années 70, est-ce que c'est spécifique à la France ou est-ce que donc cette apologie de la pédophilie et cette volonté de dépénaliser la pédophilie, ou est-ce que c'est un phénomène qui est mondial? Alors, c'est difficile de répondre parce que je n'ai pas fait l'enquête.
Je ne peux pas vous répondre précisément à ça. J'ai utilisé des travaux externes, des exemples dans les autres pays, etc. Mais mon enquête est vraiment centrée sur la France. Donc, évidemment, alors je pourrais vous répondre sur la Belgique, où il y a eu des mouvements pro-pédophiles dans les années 70, ou aux Pays-Bas, ou en Angleterre. Il y a eu des personnalités qui ont voyagé, comme Bon Gersma. Donc, c'était quelque chose qui était au moins européen. Mais il y a une... Alors, je ne peux pas vous répondre de façon trop précise, parce que vraiment, il faut faire l'enquête, et je n'ai pas épluché les périodiques hollandais pour vous répondre, donc je ne peux pas vous dire. Mais quand même, je sais que beaucoup de publications européennes ont défendu à peu près les mêmes causes, à peu près de la même façon. Et je pense qu'il doit y avoir très certainement des singularités en fonction des pays. Alors, j'ai une dernière question sur une dernière thématique. Aujourd'hui, on entend parler beaucoup de réseaux pédocriminels. Et quel est votre regard de sociologue là-dessus? Comme s'il y avait peut-être deux mondes, le réseau des pédocriminels, des ultra-riches qui arrivent à passer au-dessus de la justice, et puis la pédophilie des gens plus simples qui, eux, doivent aller se soigner, se guérir. Est-ce que vous avez étudié ça? Ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire? Non, pas trop. Ce que je peux vous dire quand même là-dessus, parce qu'il y a une dimension forte de domination sociale, notamment avec le tourisme de domination sociale, culturelle, néocoloniale, notamment avec le tourisme sexuel donc en Asie, par exemple au Maghreb, qui a été une composante vraiment très forte depuis longtemps, avec Gide jusqu'à Matzneff, et qui a une dimension de ce que vous dites, hein, c'est-à-dire de domination sociale. Moi, j'ai été très frappé, pour tout vous dire, par le fait que dans les récentes controverses autour de Matzneff, les différents acteurs évoquaient presque exclusivement les jeunes filles françaises. Comme si les enfants philippins n'avaient pas d'importance. Et comme si ce n'était pas aussi grave, aussi sérieux. Et moi, j'ai exhaustivement étudié cette littérature, hein, c'est mon travail de le faire. J'étais frappé de voir ça, qu'on considérait comme presque non existant le fait que Matzneff soit allé en Manille abuser des enfants. Dans les tribunes qui ont défendu Matzneff avec Dominique Fernandez, par exemple, ou les prises de position de Bernard Pivot, de Finkielkraut, ces gens-là disent toujours que bon, c'était des jeunes filles proches de la majorité sexuelle et qui n'avaient pas mort d'homme dans ces affaires-là. Et ça me paraît être une approche tout à fait eurocentrique de la question, dans la mesure où Matzneff, effectivement, quand il était en France, allait avec des jeunes filles relativement âgées, selon les critères mazneffiens, mais dès qu'il s'est agi d'aller avec des enfants beaucoup plus jeunes, allait dans des pays extrême-orientaux ou au Maghreb. Et là, je pense qu'il y a vraiment un problème d'approche eurocentrique des choses qui sous-tend la défense de Matzneff par un certain nombre de personnes contemporaines, souvent des hommes âgés et souvent des hommes dominants aux catégories sociales supérieures. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais c'est ce qu'elle m'évoque. Et c'est pour ça que je l'angle de cette façon-là avec l'affaire Matzneff. Par rapport au réseau pédophile, je crois que j'évoque ça aussi dans mon livre, le fait que les contacts que les pédophiles peuvent établir entre eux a une dimension donc, désingularisante. Le fait qu'on n'ait pas seul au monde, évidemment, permet de mieux vivre les choses. Évidemment, ça passe beaucoup par Internet, avec un monde un peu souterrain où il y a des forums pédophiles que j'ai un peu épluchés. Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Vous parlez dans votre livre des codes, de sigles entre pédophiles. Oui, il y a les signes de reconnaissance qui sont les triangles bleus qui sont imbriqués l'un dans l'autre, le cœur rose pour les filles, pour les pédophiles hétérosexuels.
avec des forums où les gens échangent leurs fantasmes, etc., de façon clandestine avec des codes linguistiques, donc, qui sont intéressants d'observer. Voilà, bon, maintenant, il y a des affaires judiciaires qui relèvent du fait divers, qui mettent au jour des réseaux, d'échanges de photos pédopornographiques. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose de plus à en dire, si ce n'est que évidemment ça existe et que les pédophiles qui ont cet attrait et qui souhaitent passer à l'acte, en général, s'organisent un peu pour essayer d'éviter de tomber dans les filets de la police. Voilà, l'activité pédophile est une activité réprimée dans le monde entier. Donc évidemment, ça nécessite pour eux une certaine organisation. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, peut-être un dernier mot sur je crois l'idée qu'il était tout à fait pertinent de prendre cet objet pédophilie comme objet d'étude. En sociologie, il n'y avait pas de travaux sur cette question-là, important. Et alors que c'est ce qui avait suscité mon étonnement quand j'avais commencé à travailler, c'était qu'on ne pouvait pas ouvrir un journal sans qu'on parle de pédophilie, que c'était à la une des journaux 7 jours sur 7, que je me refusais totalement de réduire ça à une histoire de panique, parce que pour moi, la panique, comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout un bon opérateur, c'est pas un bon instrument d'analyse, c'est un objet observé comme outil de disqualification des uns et des autres, des uns vis-à-vis des autres. Et je pense que j'ai naturellement pas tout dit dans ce livre, et c'est pour ça que je travaille à une deuxième édition, une édition en format plus réduit pour avoir un public plus large, avec moins de notes et moins de notes d'érudition et tout ça. Et je pense que, évidemment, c'est un champ qui est extrêmement riche, extrêmement passionnant, et qui, je l'espère, sera susceptible d'attirer de jeunes chercheurs sur ces problématiques. Moi, en tout cas, je ne regrette pas d'avoir travaillé cette question. Maintenant, c'est un thème qui me suit depuis de nombreuses années et qui a été énormément remis en selle par l'affaire Matzneff, évidemment, puisqu'elle est venue au cœur de l'actualité. Et pour ma part, je compte bien continuer à travailler sur ces questions, et j'espère que d'autres jeunes chercheurs seront aussi intéressés par y travailler, parce que on n'est jamais trop nombreux pour investir des problématiques aussi complexes. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Verdrager. Merci à vous. Merci de votre invitation. Oui. Merci. Merci à tous d'avoir posé des questions et d'avoir suivi en commentaire. Il y a eu beaucoup de réactions. Vous pourrez aller les voir tout de suite après. Demain, retrouvez-moi avec donc une nouvelle invitée, le docteur Hélène Romano, qui est docteur en psychopathologie et spécialiste de la traumatologie des enfants. Donc, nous parlerons du tabou des maltraitances sexuelles sur les bébés et la prise en charge des enfants et adolescents victimes de violences sexuelles. Merci d'avoir été avec nous, et cette vidéo sera disponible en replay. Je vous dis à demain, 20h. Merci beaucoup. Alors,